Est-ce qu'un ours peut vraiment vaincre la mort, chaque hiver, sous les yeux d'un chasseur préhistorique qui n'a aucune explication pour ça? Et un loup, l'un des prédateurs les plus dangereux de son époque, peut-il vraiment choisir, de lui-même, de protéger l'espèce qu'il pourrait tuer en quelques secondes? Dans cette vidéo, on remonte jusqu'à la préhistoire, pour examiner 7 animaux que nos ancêtres considéraient comme touchés par un pouvoir venu d'ailleurs. Des crânes d'ours retrouvés disposés en cercle dans des grottes vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années, à l'organisation des fourmis qui fascinaient déjà les tout premiers hommes, en passant par la vraie raison pour laquelle une chouette a été gravée sur une paroi il y a plus de 30 000 ans. Si vous êtes prêt à entendre des choses difficiles à croire, commençons. Imaginez la scène. Vous êtes un chasseur, il y a 40 000 ans. Vous entrez dans une grotte pour vous abriter du froid. Et là, au fond, un animal presque 2 fois plus lourd que vous, immobile depuis des semaines. Pas mort, pas éveillé non plus. Pourquoi tant de peuples, à travers le monde, sans jamais avoir eu le moindre contact entre eux, ont-ils fini par vénérer le même animal? L'ours des cavernes, disparu depuis environ 24 000 ans, partageait littéralement le même toit que les premiers hommes d'Europe. Et il possédait un pouvoir qu'aucun autre grand animal ne possédait à ce point. Chaque hiver, son cœur ralentissait à peine plus de 10 battements par minute. Il pouvait rester des mois sans manger, sans boire, sans même uriner. Et chaque printemps, comme si de rien n'était, il revenait à la vie. En Suisse, dans la grotte du Drachenloch, des archéologues ont retrouvé des crânes d'ours disposés d'une façon qui semblait délibérée, presque rangés dans un coffre de pierre. Certains y voient la preuve d'un authentique culte, d'autres pensent à une simple accumulation naturelle. Le débat n'est toujours pas tranché. Mais cette fascination pour l'ours ne s'arrête pas à une seule grotte. On en retrouve des traces, sous des formes différentes, de la Sibérie jusqu'en Amérique du Nord, en passant par le nord de l'Europe. Un animal vénéré aux 4 coins du monde, par des peuples qui n'avaient aucun moyen de se concerter. Pour l'homme préhistorique, l'ours n'était pas simplement fort. Il était habité par quelque chose que même la mort ne parvenait pas à retenir. Un animal entièrement noir, silencieux, qui apparaît presque toujours au même endroit qu'un événement bien précis, la mort. Pourquoi, dans des civilisations qui n'ont jamais communiqué entre elles, cet oiseau est-il devenu, presque partout, le symbole du passage entre les vivants et les morts? La science confirme des choses troublantes à son sujet. Un corbeau reconnaît un visage humain pendant des années. Quand l'un des siens meurt, les autres se rassemblent autour du corps, cessent leurs activités habituelles et semblent d'analyser la scène pour comprendre d'où venait le danger. Replacez-vous à la place d'un chasseur préhistorique. Un compagnon vient de mourir face à un prédateur trop puissant. Et quelques heures plus tard, des corbeaux apparaissent, exactement au-dessus du corps, comme s'ils savaient déjà. Dans la grotte de Lascaux, une scène vieille de plus de 17 000 ans montre un homme allongé au sol, face à un bison blessé à mort, avec juste à côté, posé sur un bâton, un oiseau. Beaucoup de préhistoriens pensent qu'il s'agit d'un corbeau, et interprètent cette scène comme une représentation chamanique, l'oiseau accompagnant symboliquement l'esprit vers un autre monde. Ce n'est probablement pas un hasard si, plus tard, presque toutes les grandes civilisations ont continué à associer cet oiseau à l'invisible et à la mort. L'idée existait déjà, gravée sur une paroi, des milliers d'années avant la moindre écriture. Voilà sans doute l'alliance la plus improbable de toute l'histoire du vivant. Comment un des prédateurs les plus redoutés de son époque, capable de tuer un homme seul en quelques secondes, a-t-il fini par dormir à quelques mètres des enfants de ce même homme? Les généticiens estiment que cette alliance a commencé il y a au moins 15 000 ans, peut-être bien davantage. Ce ne sont probablement pas les hommes qui ont choisi les loups en premier, mais les loups les plus curieux, les moins craintifs, attirés par les restes de nourriture laissés après la chasse. Le loup entendait ce que l'homme n'entendait pas. Il sentait ce que l'homme ne sentait pas. Pendant que le campement dormait, lui restait éveillé, attentif au moindre bruit suspect venu de la nuit pour un homme préhistorique. Accepter qu'un tel prédateur s'approche de ses propres enfants n'avait, sur le papier, aucune logique. Sauf si, à ses yeux, cet animal n'était plus tout à fait un simple animal. Sauf s'il y voyait un allié envoyé pour veiller sur lui. Le chien qui dort aujourd'hui dans votre salon descend directement de ce pacte, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a plus de 30 000 ans, dans ce qui deviendra la grotte Chauvet, un homme prend un morceau de charbon de bois. Il ne dessine ni un mammouth, ni un lion. Il dessine une chouette. De dos, la tête tournée vers l'arrière,
exactement comme elle le ferait dans la réalité. C'est le seul oiseau représenté dans toute la grotte. Pourquoi un chasseur-cueilleur prendrait-il le temps de dessiner ça, avec une précision pareille, à une époque où chaque geste comptait? La chouette est le seul grand prédateur capable de voir parfaitement, dans une obscurité totale, d'entendre une souris respirer à des dizaines de mètres et de voler sans produire le moindre bruit. Un chasseur invisible, exactement dans le monde où l'homme préhistorique était le plus vulnérable, la nuit. Aucune torche ne permettait de voir dans le noir complet. La nuit appartenait aux prédateurs, et l'homme y était presque aveugle, sauf un animal capable de maîtriser cette obscurité mieux que quiconque. Pour cet homme, un animal capable de dominer ce que lui-même redoutait le plus ne pouvait pas être une créature ordinaire. Elle devait posséder un don. Et cette idée ne l'a jamais vraiment quitté. Des milliers d'années plus tard, dans la Grèce antique, la chouette deviendra le symbole de la sagesse, associée directement à une déesse. Chaque année, cet animal perd entièrement ses bois. Et chaque année, en quelques mois, il les fait repousser intégralement. Comment un homme, il y a 14 000 ans, sans la moindre notion de biologie, aurait-il pu interpréter un animal qui perd une partie de lui-même, puis la reconstruit chaque année comme neuve? Le cerf et son cousin le renne étaient au cœur de la survie de nombreux groupes humains pendant les périodes glaciaires. Sa viande, sa peau, ses bois pour fabriquer des outils. Un animal vital qui en plus semblait défier la mort chaque année sous leurs yeux. Dans la grotte des Trois Frères, une gravure vieille d'environ 14 000 ans montre une silhouette mi-homme, mi-animal, portant sur la tête de véritables bois de cerf. Les préhistoriens la surnomment le sorcier. Beaucoup y voient un chaman en pleine transformation, empruntant symboliquement le pouvoir de régénération de l'animal. Porter les bois d'un cerf n'était peut-être pas un simple déguisement de chasse. C'était peut-être une tentative d'emprunter l'espace d'un rituel, la capacité de perdre une partie de soi et de renaître plus fort. Changement de taille, mais certainement pas d'impact. Comment un être aussi minuscule qu'un moustique a-t-il pu, à lui seul, façonner l'évolution biologique de l'espèce humaine? Ce petit insecte peut détecter votre respiration à des dizaines de mètres, sentir la chaleur de votre corps et trouver une veine dans l'obscurité totale, souvent mieux qu'un instrument médical. Pour l'homme préhistorique, l'ennemi le plus dangereux n'était pas toujours visible. Une maladie pouvait décimer un groupe entier sans que personne ne comprenne jamais pourquoi. Et souvent, la cause véritable portait des ailes et repartait avant même d'avoir été remarquée. Ce phénomène a laissé une trace directement inscrite dans notre patrimoine génétique. Dans certaines régions où le paludisme, transmis par le moustique, a tué pendant des générations, une mutation génétique protectrice s'est répandue dans la population. Cette trace existe encore aujourd'hui chez des millions de personnes. Un insecte de quelques millimètres a littéralement influencé le cours de l'évolution humaine. Sans microscope, comment expliquer qu'un être aussi minuscule puisse abattre un adulte en pleine santé? La seule explication qui avait un sens, à l'époque, c'était une force invisible. Et on termine avec la créature la plus petite de cette liste, mais la plus organisée. Comment une créature aussi fragile, aussi insignifiante prise individuellement, a-t-elle pu bâtir des cités entières, avec ouvrières, soldats, et une communication assez précise pour transmettre une alerte à des milliers d'individus en quelques secondes? Une seule fourmi ne représente presque rien, mais rassemblée par milliers, elle construit sous nos pieds de véritables civilisations souterraines, actives depuis des millions d'années, bien avant l'apparition du premier être humain. On estime aujourd'hui qu'il existe environ 20 quadrillions de fourmis sur Terre, soit environ 2,5 millions de fourmis pour chaque être humain vivant. Pour un homme préhistorique qui vivait en petits groupes, dépendant à chaque instant de la coopération de son clan pour survivre, observer une société aussi parfaitement organisée devait avoir quelque chose de vertigineux. La preuve, sous ses yeux, que l'union, même entre les êtres les plus petits, pouvait dominer n'importe quel danger. Cette fascination n'a jamais vraiment disparu. Des civilisations aussi différentes que la Grèce antique, l'Égypte ou les grandes traditions religieuses du Moyen-Orient continueront, chacune à leur manière, à faire de la fourmi un modèle à suivre. La même intuition, née dans l'observation silencieuse d'un homme préhistorique, a traversé presque toute l'histoire humaine. Un ours qui semble vaincre la mort chaque hiver. Un corbeau qui accompagne les âmes. Un loup devenu allié malgré tout. Une chouette maîtresse de la nuit. Un cerf qui renaît chaque année. Un moustique invisible, capable de façonner notre génome. Une fourmi capable de transformer la faiblesse individuelle en puissance collective.
7 animaux. 7 pouvoirs que la science explique aujourd'hui avec précision, mais que l'homme préhistorique ne pouvait comprendre que d'une seule façon. Ces créatures avaient reçu quelque chose que les autres n'avaient pas reçu. Et si cette intuition n'était pas si éloignée de la vérité, la science ne fait peut-être que raconter, avec d'autres mots, ce que nos ancêtres avaient déjà compris des dizaines de milliers d'années avant nous, en observant simplement, très longtemps, le monde qui les entourait. Et vous, s'il fallait choisir un seul de ces 7 animaux comme totem, lequel choisiriez-vous? Dites-le moi en commentaire.